Voilà. Alors bonjour à tous. Donc, comme c'est marqué dans la Gemara que 30 jours avant la fête d'Orshim Bilchot Pessah, Shohalim Bilchot Pessah, donc on va parler un petit peu des Inyanim de Pessah. Je pense que j'ai parlé déjà l'année dernière, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous vous rappelez, et en plus, que c'est une mitzvah de réviser. Il faut commencer les halachot de Pessah maintenant, il faut être dans le Mishnah Brura. Sinon, vous pouvez prendre un kitsour, même en français. C'est bien de connaître les lois de l'abdika, de connaître les... Et après d'améliorer au fur et à mesure, mais de connaître, c'est une base. Vous allez rentrer chez vous, c'est vous les Talmidei Chachamim de la maison, donc il faut que vous connaissiez. Alors pour résumer, on sait qu'il y a 5 interdits sur le Chametz. La Torah a dit qu'on n'a pas le droit de manger le Chametz. L'autre le Chametz, c'est marqué Lo yimatze, lo yirae, lecha. Tu ne dois pas considérer le Chametz, tu ne dois pas posséder le Chametz. Après, c'est aussi assour de manger le Chametz à partir de Chatzot, le 14 Nissan, avec de Pessah. Et aussi, assour de manger le Chametz betarouvet, de manger le Chametz mélangé avec autre chose. D'accord? Tout ça, on l'apprend des 5 lavim. Alors, c'est très rare que la Torah elle a donné 5 interdits différents sur une seule chose. La Torah elle a dit l'otochal chazir, ne mange pas le cochon, ne mange pas les crustacés. Elle n'a pas écrit 5 interdits différents sur la même chose. Donc il faudra essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de tellement chamour? En plus que le Chametz, c'est un issour tellement grave, d'accord, qu'il est comparé avec les plus grands issourim de la Torah. On ne voit pas très bien le lien avec le Chilul Shabbat ou alors l'adultère ou les choses graves qu'on peut avoir sur une personne. Après, qu'est-ce que la Torah a demandé? Évidemment qu'on ne mange pas le Chametz, c'est évident. Après, les Chachamim, ils ont rajouté qu'on doit faire l'abdikat Chametz, c'est-à-dire de se débrouiller pour ne pas avoir de Chametz dans la maison. Alors là-bas, c'est une marloquette pour savoir est-ce que l'abdikat Chametz, le fait de rechercher, c'est pour éviter de transgresser Balira et Balimatzé, l'interdit de posséder et de considérer le Chametz. Ou alors que c'est de peur, il dit Tosfot, qu'on a tellement l'habitude du Chametz qu'on va le mettre dans la bouche. Parce que d'après la Torah, si quelqu'un il est Mevatel le Chametz, il annule le Chametz dans son cœur, d'accord, il le considère comme la poussière de la terre, il pourrait le garder à la maison. Ouais, mais la Gemara dit, mais chez Manimlach, on a peur qu'il change d'avis, d'accord? Parce que vous avez bien compris qu'il y a un interdit de conserver du Chametz, d'accord, à la maison, Minatora. Si quelqu'un il va conserver un autre interdit, il n'y a pas de problème. Mais le Chametz, ça serait assourd de le considérer et de l'avoir. D'accord? Alors maintenant, quand on vient, on fait bitoul. La Torah a dit, moi tu peux faire bitoul be'al masagé, bitoul belev. On annule le Chametz. Donc ça permet de ne pas transgresser. Évidemment, si on le mange, on transgresse parce que le fait de le mettre dans la bouche, ça prouve qu'on le considère. Mais pour l'interdit de balira et balimatzé, d'accord, qui se trouve chez toi à la maison et que tu le considères, ça, tu peux être patour par le fait que tu as annulé le Chametz. D'accord? Maintenant, c'est une discussion. Est-ce que ce bitoul, cette annulation, c'est quoi l'annulation? Parce que c'est très bizarre. Parce que quand la Torah l'a dit, lo irae lecha, Chametz, lo irae lecha. Alors, l'irot, c'est voir. Yirae, c'est une forme qui se fait voir à toi. En français, ça s'appelle apparaître. Lecha à toi. Lo irae lecha. Alors, on traduit en français, considérer. D'accord? Parce que qu'est-ce que tu vois? Tu vois les choses qui t'intéressent. Maintenant, la Torah, elle ne veut pas que tu t'intéresses au Chametz pendant Pessah. C'est très bizarre. D'accord? Quelqu'un, il peut dire, bon, c'est assourd de manger le cochon, mais je trouve ça super, j'adore, au niveau nutritif, c'est bien. C'est pas grave. Mais si toi, tu considères le Chametz pendant Pessah, ouais, tu transgresses l'interdit de l'Oirale. C'est bizarre. La Torah, elle ne veut même pas que tu le considères. Tu peux dire, écoute, je trouve ça bon. Ouais. Mais si c'est ton Chametz à toi et que tu le considères, tu transgresses un interdit de la Torah. Aussi, le Chametz, il est chez toi à la maison, tu transgresses parce que tu le considères. Et ça, c'est un truc bizarre. Que le Chametz de l'autre, il est permis. D'accord? C'est pas pour le manger. Mais si tu vas chez toi à la maison et que le gars, il a tapissé sa maison avec des tranches de pain de campagne, tu peux passer Pessah chez lui, d'accord? Tu es un invité, c'est pas ton Chametz à toi. Et aussi, c'est bizarre parce que le cochon, que ce soit le tien ou l'autre, quand tu le manges, c'est assourd. Putain, la Torah, elle est venue, elle a dit que le cochon, il est. Le Chametz de l'autre, tu n'es pas ouvert dessus, balira et balimatzé. 3e ou 4e, ou je ne sais plus, ouais, c'est que c'est bizarre parce que le Chametz, c'est quoi? C'est un mélange d'eau et de farine.
Maintenant, l'eau séparément, c'est quelque chose de très bien. La farine séparément, c'est quelque chose de très bien. Mais le mélange des deux, ça fait de la pâte. Et quand on rajoute un ingrédient qu'on n'a pas besoin de rajouter, qui s'appelle le temps, alors il devient chametz. Et ça, c'est une chose très bizarre. Pourquoi? Parce que le chametz, toute l'année, n'est pas interdit. Vous savez qu'on a le droit de manger de la baguette, du biscuit pendant l'année. Vous savez ça? Oui, non? Oui. Mais à Pessah, c'est assourd. Et ça, c'est très, très compliqué, ça. Ouais. Parce que un issour, parce que fondamentalement, toujours le Kovetz Shiurim, Rav Elchanan Wasserman, il dit quand la Torah, elle rend assourd quelque chose. Ouais. Donc on peut penser que cette chose-là, elle est mauvaise pour nous. On n'est pas obligé de penser que la Torah, elle a interdit ce qui est bon et elle a permis ce qui est mauvais. C'est exactement l'inverse du régime. Parce que quand tu fais un régime, tout ce qui est bon à manger, c'est ce qui est interdit à manger. C'est un truc bizarre. Ouais. Quand tu vas chez le nutritionniste, tu dis c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez pas manger? Il dit tout ce qui est bon. Les chips, la charcuterie, les bonbons, tout ça, c'est interdit. Les haricots verts, tu peux en manger 24 kilos, il n'y a pas de problème. C'est bizarre, non? Comment ça se fait que ce qui est bon à manger, c'est ce qui est mauvais pour ta santé? Mais ici, c'est pareil. Si la Torah, elle a interdit quelque chose, d'accord? Si la Torah, elle a interdit les crustacés ou les poissons qui n'ont pas d'écailles de nageoire, d'accord? Bien que c'est un roc, mais je peux imaginer que c'est mauvais pour moi. Pourquoi la Torah, elle va m'interdire ce qui est bon? D'accord? Maintenant, le Ramban, il explique que les poissons qui ont des écailles, des nageoires, c'est ceux qui veulent vivre le plus proche de la surface, c'est-à-dire la partie la plus oxygénée de l'eau. Et c'est là-bas qu'il y a le plancton, c'est là-bas qu'ils se nourrissent de ça. Et le plancton, c'est extrêmement riche en vitamines. Donc, on peut imaginer que ces poissons-là, ils sont bons pour la santé. Par contre, les poissons qui n'ont pas d'écailles, de nageoires, en vérité, souvent, ils vivent au fond. Et c'est eux qui mangent les cadavres, d'accord? Et ils sont dans la partie qui n'est pas éclairée de l'océan et qu'elle n'est pas oxygénée. Donc, on va dire que ces poissons-là, ils sont mauvais. Maintenant, c'est le Ramban, d'accord? C'est pas un médecin qui a dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut lire une logique dans un roc. On peut lire une logique dans une loi. C'est pareil, les crustacés. C'est quoi, les crustacés, les crabes et tout ça? Ben, ils vivent au fond, c'est eux qui mangent les cadavres. Les huîtres, alors eux, c'est les pires de tout. Les huîtres et tout ça, c'est les filtres. C'est-à-dire que toute la crasse de la mer, elle passe par eux, oui, elle reste dedans. C'est comme si tu ouvres le siphon du robinet et tu prends une cuillère et tu fais chier à colle. Après, tu vomis. D'accord? Donc, c'est dégueulasse. Tu peux pas manger toute la crasse du robinet, elle est dedans, elle est pourrie depuis des mois et des mois. C'est ça, les huîtres. Non, pour encourager les gens à manger, c'est bien. C'est pour ça que c'est une grosse embrouille, parce qu'eux-mêmes, ils ont crustacés. Et en fin de compte, ils se sont fait avoir. D'accord? Bon, l'autre, il a crucifié, c'est encore pire. Mais c'est quoi? L'idée, vous avez un niveau de réactivité qui est proche du coma. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, mais là, Blainara, c'est... Tout le monde a fait à ma pile? Non, parce que je... Bon. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ouais, ici, c'est marqué que le chametz, c'est de l'eau et de la farine. D'accord? Séparément, eh ben, c'est très bien. Et ensemble, c'est assourd. Mais le pire, c'est que c'est un issour zmani. C'est-à-dire qu'à partir de Chatzot, la veille de Pessah, jusqu'à la nuit du 7e, 8e jour, c'est assourd. Après, c'est moutard. Ça, c'est encore plus compliqué. Comment quelque chose, il peut être interdit et permis par le temps. D'accord? Ça aussi, il faudra comprendre. Avec une punition tellement grave. Maintenant, au niveau des mélanges, c'est un peu comme le lait et la viande. Le lait, c'est permis. La viande, c'est permis. D'accord? Mélanger, c'est assourd. Bichoul. Même de cuire. Avant de le manger déjà, rien que de cuire le lait et la viande, c'est assourd. D'accord? C'est pareil. Quand tu les vois séparément, c'est quelque chose de bien. Quand tu les prends ensemble, c'est quelque chose de mauvais. Il y a très longtemps, quelqu'un m'avait dit qu'ils avaient découvert que le bichoul, c'est le lait et la viande cuite, c'est cancérigène. D'accord? Bon, on n'est pas obligé d'être mamine de ça, mais c'est intéressant. Là aussi, encore une fois, que la Torah, elle va interdire quelque chose qui est mauvais pour toi. Le lin et la laine, c'est pareil. Il y a le lin, c'est quelque chose de bien. La laine, c'est quelque chose de bien. Mais quand tu les mélanges, ça fait charatnez. Charatnez, ben, c'est un interdit de la Torah, comme le cochon, comme n'importe quoi. D'accord? D'ailleurs, il faut faire très attention quand vous achetez un costume, même si le gars, il vous jure sur la grand-mère qui est morte à Oujda que ça a été vérifié. Bon, il vaut mieux quand même vérifier. Au pire, c'est mieux, c'est cachère. Mais Charatnez, le Radbaz, il dit que c'est les mêmes lettres que Satan Raz. Satan Raz. Un Satan puissant, insolent. D'accord? C'est bizarre. Tu dis, bon, c'est juste du lin et de la laine. Il n'y a rien de très grave. En vérité, c'est la logique de la différence. La logique de la différence, elle est extraordinaire, mais quand tu la confrontes, elle génère du Satan. Ouais, comme l'homme et la femme, on n'est pas pareil. D'accord? Alors ça peut générer un très gros Satan.
La chavruta, on n'est pas pareil. Ça peut générer un très gros satan. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui est séparément bon, ensemble, ça devient mauvais. Oui. Mais tu vois la différence que dans le lait, il faut cuire pour que le mélange, il se fait à l'intérieur. D'accord? Donc, en fin de compte, c'est le ta'am, c'est le goût du lait et le goût de la viande qui rend assourd, mélangé. Le lin et la laine, il faut les tisser ensemble. Donc, ils sont liés ensemble. Ils sont liés. D'accord? Si tu vas faire labourer une vache et un bœuf, ils sont juste l'un à côté de l'autre. Ils ne sont pas mélangés. Oui. Donc, chaque sorte de mélange, elle génère une sorte d'interdit différente. Mais en tout cas, c'est quoi? C'est la confrontation de la différence. Mais ce qui est bizarre, c'est que donc le lin et la laine, c'est assourd quand c'est ensemble, ok? Mais si c'est les shem mitzvah, tu en as besoin pour faire un tzitzit, c'est kasher, d'accord? Alors comment tu mélanges le lin et la laine? C'est pas juste que tu les attaches ensemble, d'accord? Ça veut dire qu'il faut que ou dans le fil ou dans le tissu, il y a le lin et la laine mélangés. Donc, et là, ça devient permis. Pourquoi? Parce qu'il y a un interdit de porter du shahadnez, il y a une mitzvah de mettre les tzitzit. D'accord? Donc on dit assez dochelota assez, la mitzvah positive, elle va repousser la mitzvah négative, et donc c'est permis. Alors tu comprends rien. Le lin et la laine séparés, il n'y a pas de problème. Si tu les mélanges ensemble, c'est assourd. Mais si c'est pour une mitzvah, c'est permis. C'est bizarre, non? D'accord. Donc c'est exactement pareil. L'homme et la femme séparément, il n'y a pas de problème. Si tu les mets ensemble, c'est la guerre. Mais si tu es les Shem Shamim, tu fais le Shalom, le Shem Mitzvah, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Donc ça veut dire quoi? C'est que la différence, c'est dangereux. Mais si tu l'assumes, ça te fait grandir. Mais si tu ne l'assumes pas, ça crée des problèmes. Maintenant, toute la vie, elle est différente. Comment tu vas faire? Ton copain, il est différent. Tu arrives dans un milieu différent. Tu te maries, tu rentres dans un milieu différent. Tu rencontres quelqu'un de différent. Tu fais du business. Le gars, il n'a pas les mêmes points de vue. Tu travailles avec quelqu'un. Vous n'avez pas les mêmes intérêts parce que toi, tu es le patron. Lui, c'est l'employé. Il y a les élèves. Il y a le Rav. Il a ses intérêts. L'élève, il a ses intérêts. Satan rase. La différence, c'est un gros Satan. Ouais. De l'autre côté, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. On est confronté, on est obligé de grandir, on est obligé d'assumer, on est obligé d'être ensemble. Voilà. C'est la seule manière de grandir. Ouais. Parce qu'on grandit de la différence. Donc la règle, elle est simple. La différence, quand tu l'as subie, elle te détruit. Et quand tu l'assumes, elle te fait grandir. C'est comme la différence entre la fatigue et l'intérêt du cours. C'est dormir, c'est la différence. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Donc c'est quoi le principe? C'est que le lin, on a dit le chametz, il est assourd. Ok. Maintenant, quand la Torah est venue, elle a dit que le chametz, il est assourd. Donc on a une mitzvah de détruire le chametz. Tashbitu chametz. Donc on détruit. Maintenant, pour détruire le chametz, qu'est-ce qu'on fait? On doit le rechercher. Maintenant, dans la recherche du chametz, est-ce que c'est un digne de Rabbanan? Ouais, mais qui permet une mitzvah d'oraïta. Parce qu'il y a une mitzvah de détruire le chametz, mais il y a un digne de Rabbanan de rechercher le chametz. Alors après, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je fais cette dika chametz, j'enlève le chametz de la maison. Qu'est-ce que je fais? Je donne à ma maison un statut de chazaka, que c'est une maison qui a été bdiquée, qui a été vérifiée. D'accord? Maintenant, dans la recherche du chametz, il y a une halakha d'avoir une maison qui est vérifiée, et il y a une halakha qui est de rechercher le chametz. Est-ce que vous sentez la différence? Vous ne sentez pas la différence? Par exemple, si quelqu'un, pendant Pessah, il a sa maison qui est cachère, et il y a un chat qui rentre avec un crouton de pain, et tu lui cours après dans la maison, et il ressort, et il passe par la fenêtre, et tu vois qu'il sort sans le crouton. Donc tu sais que le crouton, il est chez toi à la maison. D'accord? Il y a ce qu'il faut, il y a le chiot, il y a plus d'un kazaït, tu es foutu. La maison, elle est plus cachère. Ok. Maintenant, le problème, c'est que quand, pendant Pessah, tu vas me dire, bon, c'est la propriété du chat. Le chat n'a pas de statut de propriétaire. Je sais, d'accord? Donc, c'est ta maison qui devient propriétaire du chametz. Maintenant, le chametz t'appartient. Donc, ta maison, elle a perdu sa cheskat kashrut parce qu'elle contient du chametz. Ok. Maintenant, quand tu as du chametz chez toi à la maison pendant Pessah, chaque seconde, tu transgresses baliraï balimatzé. Chaque seconde. Ça recommence. 30 secondes, 30 avérotes. D'accord? Je ne sais pas si c'est une longue avéra de 30 secondes. 30 secondes, 30 avérotes. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher le chametz. Tu dis, mais je suis occupé, je suis en train de regarder un film, enfin de faire une guémarade. Donc, je n'ai pas le temps. D'accord, mais le temps, il passe. Et pendant ce temps-là, tu transgresses la vera. Je le fais pas, je le fais pas.
Le Ran, il dit un hidouche extraordinaire. Il dit, le Ran, que, parce que moi je vais réfléchir, je vais dire, ok, mais ça sert à rien, parce que même pendant que je cherche, je transgresse parce que j'ai Khametz à la maison. Il dit, le Ran, un truc extraordinaire. Pendant que tu es en train de chercher le Khametz, tu transgresses pas Balira et Balimati. Si je suis assis au salon comme ça, tranquille, à rien faire, et qu'il y a du Khametz chez moi, je transgresse l'interdit de posséder le Khametz et de considérer le Khametz. Mais si je cherche le Khametz, je me lève, je cherche dans les placards, je fouille partout, je regarde en dessous les lits, tout le temps que je suis en train de chercher, je ne transgresse pas. C'est comme si c'était sur pause. C'est sur pause. C'est mieux que pause. Parce qu'il n'y a pas d'issour. C'est extraordinaire. T'as compris le chidouche ou non? Oui, non? Ouais. Non? Non, je crois pas. Ici, c'est un chidouche extraordinaire. C'est que quand tu es en train de faire ishtadlout pour te sortir de ton problème, Hachem, il considère que tu n'as pas de problème. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que Adam Moed Leolam, l'homme est toujours responsable. Par exemple, dans les dommages, quand ma vache, elle fait un dommage, ou ma voiture, ou ma femme, je l'ai déjà dit. Donc quand je... Non, j'exagère. Donc, quand ma propriété fait un dommage, je suis chayav. Ça, on avait déjà expliqué ça, mais ça vaut la peine de réfléchir encore. Maintenant, on le sait, parce que dans la Mishnah là-bas de Baba Kama, au début, c'est marqué Veshmiratan alecha. Shmiratan alecha. C'est-à-dire quoi? Leur garde, elle est sur toi. Maintenant, il n'y a pas écrit dans la Torah que c'est interdit de détruire. Mais il y a écrit que si ta propriété est détruite, tu dois payer. Maintenant, quand ma propriété est détruite, moi, j'ai rien fait. En général, pour que la Torah me rende hayav, il faut que moi, j'ai fait quelque chose. Mais moi, j'ai rien fait, moi. Moi, j'étais là tranquille et tout. Ma vache, elle s'est levée. Elle a mangé les fleurs du voisin. Il a mis 6 mois pour les faire pousser. Moi, j'ai rien fait. J'ai dit, ta vache, elle a mangé. C'est la nature, baba. Les vaches, depuis qu'elles sont grandes, elles prennent de l'herbe. Un peu comme... D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que c'est pas de ma faute. Je dis, mais c'est de ta faute. Comment ça peut être de ma faute? Parce que moi, j'étais assis tranquille au salon. Si j'ai été dans ton jardin et j'ai arraché les fleurs, je dis, quoi? Tu casses, tu payes. Mais si moi, j'étais tranquille au salon et que la vache, elle a été mangée, pourquoi je suis chayav? Alors, on te dit, shmiratan alecha. Mais c'est très intéressant, vous pouvez réfléchir sur ça. Ça peut même être considéré comme du Talmud Torah. D'accord? C'est que normalement, pour être chayav, il faut que j'ai fait un acte. Mais là, je suis puni à cause d'un non-acte. Vous me suivez ou non? Parce que qu'est-ce qu'ils font? La première chose que quand tu attrapes quelqu'un qui a fait une bêtise, la première chose qu'il te dit, la première, c'est quoi? J'ai rien fait. Ou c'est pas moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Monsieur, j'ai rien fait. Monsieur, j'ai rien fait. Écoute, ça sent pas la tige de cerise dans ta chambre, d'accord? Donc tu dis non, j'ai rien fait. Ouais. Alors tu dis, mais c'est ça ce que je te reproche. Oui, parce que quand tu as fait quelque chose de mal, je te dis c'est à cause de toi. Mais quand tu n'as pas fait quelque chose de bien pour éviter que le mal arrive, je dis que c'est à cause de toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça s'appelle Adam Moed Leolam. L'homme est toujours responsable. Alors en résumé, la règle, c'est que quand tu n'as pas tout fait pour éviter que ça arrive, c'est comme si tu as tout fait pour que ça arrive. Vous me suivez ou non? Quand tu n'as pas tout fait pour que ça n'arrive pas, c'est comme si toi tu te couches tard le soir, après le matin tu ne te lèves pas. Tu dis mais j'ai pas raté la tefila, je me suis couché tard. Et c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Donc ça veut dire que c'est hier soir que tu as raté la tefila. Tu dis mais comment j'ai pu rater Shacharit à minuit et demi? Parce que tu as hassid, toi tu pries en dehors des horaires. D'accord? Non, c'est parce que en fait tu as traîné. Ouais. Et le fait de traîner, c'était déjà la tefila qui était ratée. C'est déjà le séter qui est raté. Parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas la dette, parce que après tu suis les jours que d'un œil. D'accord? Mais en vérité, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que Shmiratan, c'est-à-dire Shmirata Seder, ouais, Shmirata Inaim, c'est Alecha. C'est toi. C'est toi qui es responsable. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on va dire qu'au niveau anxiogène, c'est à cause de toi. D'accord? Mais au niveau positif, ça veut dire que c'est grâce à toi. Tu peux, toi, si tu veux, tu peux. D'accord? Tu peux comprendre le Tosfot que tu vas étudier demain matin. Tu peux le comprendre ce soir. Tu dis, mais comment on fait? Je l'ai lu? Non, tu l'as pas lu, tu as été dormir. Et quand tu as dormi, tu as la tête claire. Quand tu as la tête claire, le lendemain, le Tosfot, il est facile. D'accord? Le Tosfot, il est facile, donc ça te donne la pêche. Ça te donne la pêche, tu es content, tu l'écris. Tu l'écris, après tu le rajoutes sur ta Chaboura. Et maintenant, tu as une Chaboura. Après, quand tu rentres à Kol Torah, tu as une Chaboura. Le contraire, tu es dormi tard, tu es fatigué. Tu es fatigué, le Tosfot, il est dur. Comme il est dur, tu ne le comprends pas, ça te décourage, donc tu ne l'écris pas, évidemment. Après, tu dis la Torah, c'est trop dur pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Donc,
peut-être je peux faire serveur au Rimon. Et maintenant, tu es en train de nettoyer la table et tu rencontres ton copain qui est Rosh Kolel maintenant. Et toi, Bleïnara, maintenant, tu es responsable de salle. C'est pas Stam. L'homme d'Abrim al-Dvarim Kalim, c'est toi qui es responsable de tous les serveurs. Mouloud, Ahmed, Jamil, ouais. Et l'autre, il est Rosh Kolel. Toi, tu crois parce qu'il a une bonne tête, tu crois... Non, 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 parce que lui, il s'est couché à l'heure et toi, tu t'es couché tard. Les goïms, ils disent le diable est dans les petites choses, dans les détails. Ouais. Nous, on dit le contraire. On reconnaît les matmidim, les tzadikim, parce qu'ils s'occupent des petites choses. Ouais. Ils voient le mal, nous, on voit le bien. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu es bodek le hametz. Tant que tu es en train de chercher le hametz, tu ne transgresses pas. Ouais. Quand tu gardes ta tête d'avoir des mauvaises pensées, ça s'appelle bdikat hametz. Donc même si elle vient une mauvaise pensée, tu ne transgresses pas. D'accord? Maintenant, toi, tu as envie de dire un Hachem Haram, mais tu luttes. Malgré que le gars, il t'a planté 2000 €, mais tu dis, je ne parle pas sur lui. On vient, tu dis, tiens, j'ai un chidour pour ma soeur, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis, lui, mais qui meurt, qui crève. Non, tu dis, non, c'est un accident, c'est un gars bien, il est sérieux, mais il a un relationnel difficile avec l'argent. Ça peut être de la ville du Maroc d'où il vient. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais. Donc, ça veut dire que. Donc, ça veut dire quoi? C'est que c'est un bon gars. Maintenant, j'ai envie de dire un Lashon Hara, mais je ne le dis pas. Et quand moi je lutte pour ne pas la dire, ça s'appelle Shmiratan Elecha, d'accord? Donc je suis en train de chercher le Hametz. Quand je suis en train de chercher le Hametz, je ne transgresse pas le Issour. C'est extraordinaire, non? De la même manière, quand tu te casses la tête pour essayer de comprendre le Tosfot ou le Raphaïm ou le Rashi, le fait de chercher, tu es déjà récompensé. Ah, tu dis, si je ne trouve pas quoi ça sert, de toute façon, voilà, je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien. Écoute le Kotel, je veux dire, arrête tes lamentations, d'accord? Donc, c'est qu'une personne, ouais, tu as fait l'effort, tu t'es cassé la tête, eh bien c'est bien. Tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas comprendre demain. Mais le Icar, tu t'es cassé la tête. D'accord? L'autre, il est très intelligent, il lit, il traduit, il comprend. Alors, il n'y a pas de mérite. Il ne s'est pas cassé la tête. Tu verras que celui-là qui s'est battu, un jour, il va avoir une tête. Vous savez qu'il y avait un enfant qui avait une très mauvaise tête. Même son père lui-même, il a dit qu'il avait une mauvaise tête. D'accord? Mais il était tellement matmid, il a tellement étudié, il a tellement prié. Aujourd'hui, les gens, ils font la queue pour lui demander des conseils et des brachot. C'est qui? C'est Raphaïm Kanievski. Que son père lui-même, il a dit qu'il avait une mauvaise tête. Comment quelqu'un qui peut faire 17 ravoutot par jour, il peut avoir une mauvaise tête? Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il avait une mauvaise tête. Il n'avait pas la bonne tête. Ouais. Non, les gens ils disent oui, mais lui, il a du Ichous, l'autre, il vient du autre truc, l'autre, il descend de Rachi, et il étudie depuis qu'il est jeune. Il a une mauvaise tête, il a une bonne tête. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait avec sa tête? Maintenant, une mauvaise tête que tu utilises, elle est mieux qu'une bonne tête que tu n'utilises pas. Pourquoi? Parce que l'autre, comme il s'est battu, il s'est renforcé. Quand il s'est renforcé, quand il est venu l'épreuve, l'opportunité, elle était là, tac, il a bossé, il a réussi. L'autre, il avait une bonne tête, donc il foutait rien. Comme il foutait rien, le jour où il est venu l'épreuve, il a craqué. Mais je ne comprends pas comment tu peux passer d'une smicha de Dayan à draguer une femme de ta communauté. Ta bonne tête, Baba. Comme les filles qui sont mignonnes, elles ne font pas des efforts pour travailler leur midot. Donc toi, tu veux un canon, mais fais attention, les canons contiennent des bombes, et les bombes explosent. Après, tu dis, ouais, elle m'a éclaté. Eh ben, c'est un choix que tu as fait. Hein. C'est ça que tu voulais, non? Tu voulais qu'elle t'éclate. Eh ben, elle t'a éclaté. Quand elle t'éclate dans la Torah, ça s'appelle sota, et ça, c'est vraiment mauvais. D'accord? Mais d'ailleurs, elle sota, c'est une expression. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, vous suivez quand même, hein, mais les chidushim aussi bien que les blagues, c'est important. C'est à Mavdil, Ben Kodesh Echol. Donc c'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris que le Hametz, d'accord, la Torah, elle interdit. Maintenant, les Chachamim ont dit, bon, pour éviter le Hametz, donc on va faire la bdikat Hametz. Mais d'un autre côté, on a dit, le bitoul, il est moïl. C'est-à-dire que si quelqu'un annule le Hametz dans son cœur, la Torah, c'est valable. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que comme l'interdit du Hametz, c'est de posséder le Hametz et de considérer le Hametz, donc la seule manière de rendre qu'il n'y a pas un interdit de considérer le Hametz, c'est de déconsidérer le Hametz. Ça va? Voilà. Maintenant, déconsidérer, c'est à quel niveau? Alors, il y a deux lectures. Soit l'interdit, c'est de considérer le Hametz en tant qu'objet, ça s'appelle la Hashivut, d'accord, l'importance, soit en tant qu'argent. Parce que qu'est-ce qui donne de la valeur à quelque chose? Combien tu dis, combien ça vaut? Ça vaut 100 €, ça vaut 200 €, ça vaut 300 €. 300 €. Ça te fait de la peine d'avoir perdu un truc à 300 €? Ah oui, ça fait de la peine. Bon, et dit à Gourot, ça va, je vais m'en remettre. D'accord?
Pourquoi? Parce que ça a moins de valeur. Ça s'appelle la valeur pécuniaire. Maintenant, si c'est une montre qu'elle ne marche pas, mais c'est ton père qui te l'a laissé et c'est le dernier souvenir qui te reste de lui, ça n'a aucune valeur. Ouais, ça n'a aucune valeur, mais elle a une valeur sentimentale pour toi. Donc, c'est une chashivut. Donc, soit quelque chose a de la valeur parce que c'est une valeur universelle qui s'appelle l'argent, soit parce qu'elle a de la valeur parce que toi, personnellement, tu lui donnes de la valeur. Ça s'appelle en français la valeur relative et la valeur absolue. Ça va toujours ou non? Maintenant, le problème, c'est que quand la Torah elle a dit Lo ira elecha, le Hametz, Lo ira elecha seor, ça veut dire il ne devra pas t'apparaître à toi. Ouais, tu ne devras pas considérer toi le Hametz. Le problème, c'est quel type de considération? Parce que l'echa en général, quand c'est marqué Veasu lachem, d'accord? Ouais, je sais pas, Tishvu basukot, donc il faut que la soukha t'appartienne, on la prend, les tzitzit doivent t'appartenir, on la prend de lachem. Donc quand c'est marqué l'echa, là-bas, c'est une considération pécuniaire. Vous me suivez ou non? Ou non? Non. Loïra et l'echa, c'est-à-dire qu'une chose qui va t'apparaître, c'est parce que, pourquoi tu la vois? Parce que tu la considères. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que en fait, on trouve ce qu'on cherche. Vous vous rappelez de ça ou non? Il y en a qui révisent des cours. Ouais, on trouve ce qu'on cherche. Donc au lieu de t'étonner de ce que tu trouves, tu devrais réfléchir sur ce que tu cherches. Si toi, à chaque fois que tu marches, tu vois des filles mal habillées, tu ne dois pas dire « Oh, extraordinaire !» Tu dois dire « Mais comment ça se fait que j'ai ça devant moi ?» Au lieu d'avoir des chachamim, et de la Torah et des mitzvot, j'ai de la Touma. Comment ça se fait? Parce que vélo tatouo acharei levavchem acharei einechem. D'accord? Et en fait, on trouve ce qu'on cherche. D'ailleurs, quand quelqu'un a des problèmes, qu'est-ce qu'on dit? Tu l'as bien cherché. C'est très bizarre ça. Vous parlez français, non? Ouais. Quand quelqu'un a réussi quelque chose, on ne dit pas tu l'as bien cherché. Oh, le mec il a réussi directement son mifran pour rentrer à Pogno, on ne dit pas tu l'as bien cherché. Ouais, l'autre il a réussi, il rentre au Ternion du premier coup, on ne dit pas tu l'as bien cherché. C'est bizarre, non? Mais quand il lui arrive une crasse, on dit tu l'as bien cherché. Bon, ça se fait que c'est sélectif le langage. En fait, on a dit ce que tu trouves, ce que tu cherches. Donc au lieu de t'étonner de ce que tu trouves, oh voilà c'est incroyable, Mina Shamaïm. Mais non, c'est pas Mina Shamaïm, ça c'est Mina Satanim. D'accord? C'est que toi tu dois savoir au fond ce que tu cherches. Maintenant quand tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu vas trouver. Et c'est intéressant. Ça s'appelle ce qu'on appelle en français l'anticipation. Parce que si tu sais au fond ce que tu veux, ouais, par exemple tu veux battre l'année, alors après tu dis je comprends rien au shiur, c'est normal. Tu voudrais être ailleurs, donc ici tu t'ennuies, c'est normal, d'accord? Tu veux de l'argent, donc automatiquement, tu veux des choses superficielles, donc évidemment l'essentiel ne t'intéresse pas. Donc si tu es quelqu'un de superficiel, tu sais déjà à peu près à quoi la fille elle va ressembler. Tu dis non, peut-être Mina Shamaïm, on va m'envoyer la tzadékette d'Ofakim. Mais non, on va t'envoyer la pin-up de la source, ça ira, d'accord? Mais c'est quoi? Mais c'est normal, parce qu'au fond, c'est ce que tu cherches. Toi, tu veux pas une comme ça sérieuse qui va dire ah mais je vais se rattacher. Non, tu dis elle va me saouler, elle va me prendre la tête, elle va au collège, moi je vais prendre la cool salafi sympa qui est déjà abonné à Netflix, comme ça m'évite de payer l'abonnement, d'accord? C'est ça que tu veux. Après, ne dis pas ouais je comprends pas, elle est superficielle, elle m'encourage pas, elle demande aux enfants de regarder la télé, elle dit que la plage c'est pas assourd. Mais ce que tu voulais, non? Ah mais je m'attendais pas à ça du tout. Moi je pensais que j'étais le Bachour. Baruch Hashem. Moi je vous dis, n'ayez pas peur. On est proche, donc je viens pas souvent, donc je ne veux pas vous traumatiser tous les jours. Je vous traumatise une fois par mois. Ouais. Faites attention à ce que vous cherchez. Parce que ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on cherche. Parce qu'on n'a pas fait le travail d'introspection, ce qu'on appelle vulgairement le moussard, d'accord? De dire au fond, attends, qu'est-ce que je veux au fond? Qu'est-ce que je veux au fond? Et si vous allez dire, ah, mais je ne vais pas me prendre la tête, Dayat Sarah les Shahata, on verra ça quand ça arrivera, mais c'est dommage. C'est comme quand tu rentres dans un magasin, tu viens pour quelque chose ou tu viens pour rien? Bon, tu dis, je viens pour tuer le temps, mais tue ton frère. Ton frère, tu peux lui faire créer un métier, mais tu ne peux pas revenir sur le temps. D'accord? Donc, tu rentres dans un magasin, tu as un projet. Tu prends le bus, tu as un projet. Tu sors de la yeshiva, tu as un projet. Tu rentres à la yeshiva, tu as un projet. Si tu n'as pas de projet, tu es dangereux. Parce que le vide n'existe pas.
Et la nature n'aime pas le vide. Ce que je disais avec la bouteille. Vous vous rappelez la bouteille ou non? Oui, levez la main ceux qui se rappellent. Un seul, deux. Grave, il faut augmenter le poisson parce qu'ils ont un vrai problème de mémoire. Il n'y a pas assez de poisson et très bon le phosphore pour la mémoire. Dans la Torah, la mémoire, c'est très important. Regardez, là, j'ai pas de feuille, je suis en train de vous faire le cours. Si j'ai pas de mémoire, comment j'aurais fait? J'aurais pas pu frimer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez une bouteille, elle est remplie d'eau. Vous l'ouvrez, vous la videz. Elle se remplit d'air. Celui qui a mis l'eau, c'est le gars qui a fabriqué la bouteille. Ok. Mais qui c'est qui a mis l'air? Hachem. Ok, les religieux. D'accord. C'est la nature. Parce que la nature n'aime pas le vide. Elle n'accepte pas le vide. D'accord. Donc quand on enlève l'eau, tu dis pas il n'y a rien. Non, il y a de l'air. Donc écoutez bien ce Hidouche. C'est un très très grand Hidouche de Menchetrit, si vous l'avez connu. Ouais. Il a dit, Menchetrit, que celui qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Le mec, il dit, j'ai pas mis l'air. Excusez-moi, Rav, là, vraiment, je m'excuse, avec tout le respect que je vous dois, mais j'ai pas mis l'air. T'as enlevé l'eau, oui ou non? J'ai enlevé l'eau. Alors, t'as mis l'air. Tu non, l'air, il est venu tout seul. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que si t'as pas mis la bonne ambiance, c'est toi qui as mis la mauvaise. Quand t'étais dans la lumière, t'as amené l'obscurité. Quand t'as enlevé la Torah, la Touma, elle est venue. Yesh Makom. Quand tu as fait rentrer la Torah, la Touma, elle est sortie. Ça n'existe pas. Bon, il y a des gens qui arrivent à avoir les deux. Ça s'appelle le compromis. Et le compromis tient ses promesses. D'accord? Puisqu'il te l'a promis. Ah, le compromis. D'accord? Donc, toi, tu dis, il n'y a pas de compromis. Les Shiva, les Shiva. Dehors, je m'amuse. Dedans, je suis là. Un jour, si Dieu veut, même dehors, tu seras un bachour. Ça va venir. Il faut prier pour. Ouais. Parce que sinon, tu deviens double. El Hazonish, il a dit, pour les tzadikim, il y a le Gan Eden. Pour les Rechaïm, il y a le Gehinam. Mais pour les moitié-moitié, il n'y a rien de prévu. Une Neshama perdue dans l'espace, comme ça, dans les générations, ok. En train de chercher qui elle est, entre le Rav Michael Jackson et... Donc cette logique-là, d'ailleurs qu'il était ni noir ni blanc, il était gris aussi, ouais, d'accord. Mais non, cette idée-là, c'est que une personne, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Elle va déconsidérer le Hametz. Puisque le Hametz, ouais, l'interdit c'est de le considérer, donc je vais le déconsidérer. Mais comme la considération, elle peut exister soit dans une lecture d'argent, soit dans une lecture d'importance, donc les Chachamim, ils ont dit, Veleve ke'afra de'ara, ouais, qu'il soit comme la poussière de la terre. Et c'est très très important au moment où on fait le bitoul, d'accord, de vraiment d'être mitkaven et de réfléchir que vraiment pour moi, le Hametz, c'est la poussière de la terre. Tu dis, attends, mais j'ai 5 litres de Chanel numéro 5. Il y en a pour 3000 €. C'est la poussière de la terre. Bon, je vais voir avec Mathieu, mon voisin, si on peut s'arranger pour Pessah. D'accord? Ah, tu vois, tu considères. Vous suivez ou non? Et là, la Torah, elle interdit de considérer. L'Oirae. Maintenant, quand toi, tu considères comme la poussière de la terre, ça veut dire que ça vaut rien. Et c'est vrai. Si ton voisin, il rentre, il dit, écoute, ça ne dérange pas si je prends la poussière? Tu dis, on revient tous les jours. D'accord? Parce que le grain, il t'a rien volé, t'as volé la poussière. Maintenant, si toi, tu considères le Hametz comme de la poussière, tu ne transgresses pas l'interdit de Balira et Balimatsé, puisque l'interdit, c'est de considérer le Hametz, et toi, tu le déconsidères. Vous me suivez toujours ou non? D'accord. Maintenant, c'est un truc très bizarre. Il faut le jeter alors. Oui, le mieux, c'est de le jeter. Non, mais d'après la Torah, si tu le déconsidères, tu peux le garder à la maison. D'accord? Mais les Chachamim nous ont dit, Shema Nimlach. Parce que c'est un truc bizarre, le Hametz. D'accord? Tu l'as gardé pendant 8 jours à la maison, et tu l'as vraiment déconsidéré. Et d'un seul coup, 10 minutes avant la fin de Pessah, tu dis, tu sais quoi? C'est quand même bon, le Hametz. La vérité, une bonne religieuse, un gâteau. D'accord? Ça me ferait plaisir. Et bien, rétroactivement, écoute bien, c'est pas que tu transgresses Pessah depuis les 10 minutes avant la fête jusqu'à la fin de la fête. C'est bizarre ça, c'est vicieux du bon Dieu. Il te fait transgresser rétroactivement. Oui ou non? Moi j'ai mangé du cochon à 15h. Ah, tu as mangé du cochon à 15h? Je vais considérer que tu as mangé depuis midi. Comment j'ai pas mangé à midi? Tu manges à 15h. 15h, midi c'est pareil. De toute façon, tu manges du cochon.
Bizarre, non? Ça n'existe pas, ça. C'est à 15h, tu as fait la Vera. À 15h, tu as fait la Vera. Je ne dis pas rétroactivement, depuis ta bar mitzvah, tu manges du cochon. Oui, non? Voilà. Mais c'est un peu comme de le mariage. Tu vois, par exemple, une femme, je ne peux pas lui dire, tu sais, non, mon amour, 30 ans qu'on est mariés, grâce à Dieu, et je suis tellement fier de toi, je suis tellement content. Je veux juste te dire que ça m'est arrivé, objectivement, je te dis en toute sincérité, de te tromper. Mais quelquefois, pas vraiment comme ça régulièrement, mais bon, des fois des opportunités, parce que des fois c'est la bonne et puis des fois c'est la mauvaise. D'accord? Et ça m'est arrivé, mais toujours par amour. Hein. Chas Shalom, je t'ai pas trompé mentalement, c'était juste sexuel. Comme ça, ils te parlent, les gens. Moi, je les entends comme ça. Je dis, c'est quoi plus que sexuel? J'ai du mal à comprendre. Bon. Maintenant, pour la femme, c'est pas que tu étais fidèle moins 1 heure. C'est que tu es infidèle. Tu dis, mais j'étais fidèle pendant 15 ans. C'est rétroactif. D'accord? Si vous allez dire, bon, mais la femme, elle est un peu. C'est normal. Non, parce que c'est marqué aussi dans la Gemara que si quelqu'un, il rate le Kriyat Shema une fois, ouais, et qu'il a fait exprès, Keilou, c'est comme s'il n'a jamais fait de sa vie. Maintenant, je l'ai fait tous les jours. Depuis la bar mitzvah, j'ai 94 ans. Un jour, j'ai dit, tu sais quoi, je suis énervé, j'ai perdu 100 euros, mais de quelle ville tu es? Non. Ah ben, maintenant, à partir de maintenant, j'enlève de moi le Malchut Shamaim. Alors, il dit, tu l'as enlevé, c'est comme si tu l'as jamais mis. Ah, c'est exagéré. Oui, non, hein? Écoutez la logique. Si vous êtes des Bachorim, je peux vous parler, je peux vous dire la vérité, non? Ouais. C'est que, en fait, nous, on croit que le Kriyat Shema, c'est une mitzvah. En fait, c'est un statut. C'est un statut. C'est comme si toi, tu travailles au Mossad. D'accord? Tu travailles au Mossad. Donc, tu as un ordre de garder le secret. De temps en temps, tu dis la vérité, j'aime bien raconter ma vie, donc je participe à des réalités chauds. Tu es malade, tu es au Mossad, tu peux pas raconter tes missions. Ouais, mais tu sais combien j'ai gagné? J'ai pris 10 000 shekels. Mais nous assistons à l'enterrement de Moshe qui a pris une balle dans la tête par accident. C'est un gars qui avait une vie vraiment triste, ce qu'on appelle une vie Mossad. Mais c'est quoi l'idée? C'est que quand tu es au Mossad, tu ne peux pas raconter le secret. Ouais. Et quand tu es Eved Hashem, bah, tu ne peux pas enlever le rôle de Malchut Shamaim. Vous suivez? Voilà. Donc, ce n'est pas une mitzvah, le Kriyat Shema, c'est un statut. Donc, quand tu casses le statut, tu n'as plus le statut. Tu dis, mais j'ai eu le statut jusqu'à maintenant. Comment ça marche un statut? T'es dedans ou t'es dehors? T'es fidèle ou t'es infidèle? T'es honnête ou t'es malhonnête? Non, je suis honnête jusqu'à opportunité. Je suis Bachor Yeshiva jusqu'à la jolie Goya. Ouais, je suis à la Yeshiva jusqu'aux vacances. Oh. Donc t'as pas le statut. T'as pas le statut, c'est rétroactif. Ça va? Donc c'est pas le Hametz, c'est un hidouche, mais bon, tu peux comprendre. Ok. Maintenant, c'est un truc très bizarre, parce que comme le Hametz, il est assourd Béana, d'accord? Alors, comment est-ce que la Torah peut me reprocher de posséder du Hametz, alors que le Hametz, puisqu'il est assourd Béana, il ne m'appartient pas? Assourd Béana, ça veut dire que je n'ai pas le droit de tirer profit. Maintenant, est-ce que je peux marier une femme avec un objet qui est interdit Béana? Vous avez fait Kiddushin. J'ai le droit. Je prends un truc qui est assourd Béana, je dis à une femme, tiens, je te marie avec ça. D'accord. Mais il n'y a pas de propriété. Et elle, qu'est-ce qu'elle a reçu? Rien. En quoi? C'est comment ça marche? Donc là, il y a eu un passouk bizarre. Il y a un imout bizarre. La Gemara, elle dit, Shnei dvarim enan bershuto shel adam. Il y a deux choses qui ne sont pas dans le domaine, dans la propriété financière de quelqu'un. Et la Torah les a considérées comme s'il lui appartenait pour le rendre hayav. Bah oui, parce que pour que tu sois hayav sur le Hametz, il faut qu'il t'appartienne. Mais quand on est arrivé à Pessah, le Hametz, il est interdit. Comme il est interdit, il n'a plus de valeur. Comme il n'a plus de valeur, tu ne transgresses pas. Mais la Torah, elle a considéré comme s'il était dans ta propriété pour que toi, tu transgresses. Ah, c'est méchant. Et c'est quoi le deuxième à part Hametz? Bord. Un beau mail. D'accord? Donc, le bord, moi, je suis dans la rue. La rue ne m'appartient pas. Je marche dans le chemin, ça ne m'appartient pas, c'est FKR, c'est la rue. C'est Eshtorabim. Et je creuse un trou. C'est pas chez moi. Si quelqu'un il tombe dedans, je suis khayab. Pourquoi je suis khayab? C'est pas chez moi. Tant pis pour lui. Non, c'est ça le problème. Il a qu'à regarder où il marche. Ouais. Mais s'il se casse la tête, moi je dois payer. Pourquoi je dois payer? C'est toi qui as fait le bord.
Mais ok, ouais, c'est le bord, c'est moi qui l'a fait. Mais c'est pas mon bord à moi. Ma vache à moi, elle me représente, il y a marqué mon nom dessus. Donc elle va, elle casse. Ma voiture, si un gars il me l'emprunte, il fait un accident avec, c'est moi qui paye. Parce que c'est ma voiture. Donc ma voiture, c'est ma propriété. Donc c'est ma continuité. D'accord? Si quelqu'un il se casse il se crève un œil avec ma fenêtre à moi, c'est ma fenêtre, c'est ma propriété. C'est arrivé dans mon entrepôt là-bas à Rio de Janeiro, c'est ma propriété. Ça me représente. Mais le bord, où je suis dans le bord, je suis pas là moi. Tu as mon nom dessus. J'ai acheté la terre. Oui, mais ça c'est le chidouche de bord. Le chidouche de bord, c'est que ton acte te représente. Donc, bien que ce n'est pas Birchuto chez la dame, le bord, il n'est pas dans ta propriété. Mais Keilou, la Torah, elle a considéré Keilou au Birchutra, d'accord? Il est comme dans ta propriété pour que tu sois Hayab. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que le din de Bitoul, Belev, soit on dit que c'est comme un din de Hefker, c'est-à-dire j'enlève la propriété financière, soit on dit que c'est comme un bitoul de Hashivut, c'est-à-dire je déconsidère l'importance de la chose, puisque je considère la chose comme la poussière de la terre. Ok. Et après qu'on a fait le bitoul et qu'on a fait l'abdikat Hametz, après on peut faire les matzot. D'accord? Parce qu'on ne peut pas faire des matzot bimkom chez Yesh Hametz. C'est normal. Tu dis non, mais moi je suis très ordonné dans ma tête. Là il y a le Hametz. Là, il y a la matzah. Non. Aime aussi matzot, bimkom sheyesh chametz. Ok. Maintenant, tout ça, c'est la dimension halacha du chametz et de la matzah. Du chametz surtout. Maintenant, si on prend un peu le moussard, parce que en même temps que vous cherchez le chametz physique, vous pouvez aussi chercher le chametz métaphysique. On sait que le chametz, il correspond au yetzer hara. Le chametz, il correspond à la superficialité. Le chametz, il correspond à la perte de temps. D'accord? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui différencie une pâte qui n'est pas levée d'une pâte qui est levée? C'est le temps. C'est tout. Parce qu'on n'a pas rajouté un ingrédient en plus. Vous savez ce que c'est le chametz? Le chametz, c'est la dégénérescence de l'amidon contenu dans les enzymes de la farine. Dans la dégénérescence des enzymes contenues dans l'amidon de la farine. C'est-à-dire dans la farine, il y a de l'amidon. L'amidon, il y a des enzymes. Les enzymes, ils dégénèrent. Quand ils dégénèrent, ça s'appelle du chametz. Ça va? Ça veut dire qu'en fait, on n'a rien rajouté dans la pâte. Elle est devenue chametz toute seule. Maintenant, réfléchissez bien. La pâte, jusqu'à 18 minutes, elle s'appelle kasher et pessar. Après 18 minutes, elle s'appelle chametz. D'accord. Alors, je ne comprends pas. Puisque c'est un Isur Zmani, c'est un interdit qui est lié au temps. Donc, est-ce qu'on a déjà vu que le Khazir, à 14h14, il est permis, et à 14h19, il est interdit? C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que, en fait, la pâte, elle est cachère, et après, elle devient chametz. Donc, ça veut dire que le chametz, c'est une matzah qui a mal tourné. Vous me suivez ou... C'est comme un rachat. Un rachat, c'est quoi? C'est un tzaddik qui a mal tourné. C'est comme quelqu'un, il a un bon potentiel, mais il a dégénéré. Donc un tzaddik, c'est quoi? C'est un rachat qui s'est préservé de devenir rachat. Ben oui, pourquoi? Parce que la pâte, au bout de 18 minutes, elle devient chametz. Sauf une exception. Laquelle? Si tu travailles la pâte. Tant que tu travailles la pâte, elle ne devient pas chametz. Ça veut dire que le phénomène de dégénérescence, il vient avec ta batlanout. Avec le fait que tu arrêtes de travailler la pâte. Donc quand tu arrêtes d'étudier, d'un seul coup, tu trouves que le limoud, c'est lourd. Quand tu n'as plus la kavana dans la prière, tu commences à te dire, c'est Mila Ramadan. Ouais. Quand tu es plus Shomer et Naïm, tu dis bon, ça va, c'est rien, j'ai rien vu de grave, ça va, c'est juste des jambes et tu arrêtes de travailler la pâte, toi. Dès que tu arrêtes de travailler la pâte, elle devient chametz. Il faut continuer à pétrir. Moi, je vois les gens avec des problèmes sur le bait. Oui, on pétrit, ma femme, sa famille, sa race, sa mère. Je dis, est-ce que vous faites un travail de couple?
Est-ce que vous construisez la communication? Est-ce que vous mettez en place la solidarité? Est-ce qu'il y a du chesed dans votre couple? Est-ce qu'il y a de la caratot dans votre couple? Non. Pareil, la fille me dit, oui, vous savez, les rabbinim, truc, et puis moi, la perruque, ça m'étouffe. Je dis, vous allez à des shiurim, madame? Vous étudiez des sfarim? Vous travaillez votre fromkite? Vous travaillez votre émouna? Non. Quand tu ne travailles pas la émouna, tu prends une goya dans le marché, tu dis, je te donne 100 euros, tu mets une perruque. Combien de temps elle va supporter? Au bout d'une heure, elle dit, attends, 100 euros, je ne vais pas le porter toute ma vie. Hein. Tu dis, attends, c'est pas une goya, attends, 2 ans de séminaire. 2 ans de séminaire, si tu fais rien pendant 10 ans, tu peux devenir goya. Bliné d'air, tu fais rien. C'est normal, non? Moi, une fille là par jour, un petit Teilim, c'est pareil, toi aussi, tu étais à l'Yeshiva. Moi, j'ai rencontré une fois un gars, il m'a dit, j'étais à l'Yeshiva avec le Chafetz Chaim. T'es à l'Yeshiva avec le Chafetz Chaim. Il ne sait même pas lire. Il ne sait pas lire en hébreu. C'est qu'il a dû faire un très court passage. Non, lui, je ne l'ai pas rencontré. C'est quelqu'un qui l'a rencontré à Nice. Mais moi, à Toulouse, j'ai rencontré un gars qui était à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Son père l'avait envoyé là-bas quand il était petit. Bon, il a fait 1 ou 2 ans. Le gars, il était Amaretz, mais Gamour de chez Gamour. Mais comment des gens, ils sont sortis Roche Kollel d'avoir rencontré l'élève du Chafetz Chaim, ouais, et l'autre, il ne sait même pas lire. Il était président de loge maçonnique, donc c'est pas non plus Stam. Il était franc, même si au fond, il était maçon, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que, d'ailleurs, lui, il était très rigolo parce qu'il prenait des notes pendant tout le shiur. Alors je dis, mais pourquoi vous prenez des notes? Mais écoutez, je ne devrais pas vous le dire, mais je suis président de loge maçonnique. Et les gens qui assistent à mes conférences, ils sont obligés de faire 4 ans de préparation. Et moi, je prends 10 minutes de votre cours et je leur éclate la tête pendant 1h30. Je dis, alors je pourrais être président de loge. Il me dit, vous pouvez être président de la loge de toute la France. Bon, enfin, mais c'est quoi l'idée? C'est-à-dire, nous, on voit des chefs d'entreprise, des penseurs, Tu prends 3 lignes de Torah, les mecs, ils planent comme des oiseaux. Ouais. Et vous avez 1000 lignes de Torah devant vous et vous faites le mur, comme si vous étiez des maçons. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Mais l'idée, c'est que si quelqu'un il travaille la pâte, elle ne devient pas chametz. Donc, tu ne veux pas avoir des problèmes de shalom bayit, tu ne veux pas avoir des problèmes avec les autres, travaille tes midotes. Tu ne veux pas avoir des problèmes de émouna, étudier des sfarim, fais ta tefila avec la kavana, investis-toi. Tu ne veux pas avoir des problèmes de dépression, gère ta simcha, regarde le positif, regarde toujours le verre à moitié plein et entretiens le bien dans ta vie. Et tout ira très bien. Tout ira très bien. Parce que je te dis, l'obscurité, elle vient quand tu éteins la lumière. Quand tu fais la gueule, ne viens pas chez moi me dire ma vie, elle est mauvaise. Mais c'est toi qui fais la gueule. Tu dis, il y a une mauvaise ambiance dans la maison, mais tu as vu ta tronche quand tu rentres? On dirait une levaya. Mais de la simcha. Petit bébé, mes enfants, ils ne s'intéressent pas à la Torah. Mais comment tu leur as fait Shabbat? La bouffe et le sommeil. Comment tu leur as fait l'étude de la Torah? Mais révise, abruti, tu sais comment je paye? Ouf, vivement la Goya. C'est ça le problème. C'est que toi, en vérité, tu as créé quelque chose. Tu le crées en temps réel. Mais comme les Yitzhara, sur le moment même, qui te prend la tête, et sur le long terme, Bichlal, il t'empêche de réfléchir, après toute ta vie, c'est des surprises. Ça s'appelle le syndrome du haut. Toute ta vie, oh, je me suis fait avoir, oh, je ne m'y attendais pas, oh, ça m'est tombé dessus, oh, c'est le syndrome du haut, qui n'a jamais de bas d'ailleurs, il n'y a que des hauts. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est que toi, tu fais le contraire. Toi, tu dis, j'ai compris. En fait, le Chametz, il vient de la pâte, il est dans la pâte. Donc, Kol Agadol Michavero, Itzrogodel Imeno, puisqu'il a un plus grand potentiel, il a un plus grand Yetzerara. Quand tu vois des gars super, tu dis, mais je ne comprends pas comment ce mec-là, il est tombé avec la Goya, parce qu'il a un grand potentiel. Donc, l'Yitzhara, il le sait, donc il lui a envoyé le Nisayon qui est adapté. D'accord? Lui, il est très, très sensible, donc on lui envoie un Nisayon dans la sensibilité. Celui-là, il est très attaché à l'argent, il n'a aucune sécurité dans sa tête financière. On lui envoie un Nisayon avec l'argent. Ouais, celui-là, il a un très manque de confiance en soi, donc on lui envoie un Nisayon sur la Gahava. Donc, tant que tu ne connais pas tes manques, tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive. Et après, tu passes d'une surprise à l'autre. Or, c'est connu dans les commandos que celui qui gagne, c'est celui qui a l'avantage de la surprise. Mais toi, tu n'es pas censé être surpris. Ouais. Parce que toi, tu n'as pas de surprise. La surprise, c'est pour les brels, c'est pour les hamar. Il n'y a pas de surprise.
Puisqu'en analysant ton présent, tu connais ton futur. Alors comment ça se fait que tu tombes des nues, mais brave, pourquoi vous me renvoyez alors que je suis jamais au CDR? Quoi, ok, j'ai besoin de faire du commerce, j'ai dealé dans la yeshiva. Mais bah, tu deals dans la yeshiva, tu n'as pas trouvé un autre endroit pour vendre des bonbons. Ouais. Mais t'es fou. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, au fond, le Hametz, il vient de la matzah. Ouais, pour ça que ça s'appelle des matzot shmurot. Parce que tu es shomer au tam. D'accord? Or, on a dit que matzot et mitzvot, c'est les mêmes lettres. Donc, ushmartem eta matzot, ça veut dire ushmartem eta mitzvot. Maintenant, si toi, pour ça que c'est marqué l'ilmod ou le lamed, l'ishmor velarasot. C'est quoi l'ishmor? L'ilmod. Ouais, les lamed, facile. L'ishmor, non, moi je dis l'ilmod de lamed, l'asot. Pourquoi l'ishmor? Parce que tu peux faire comme un zombie, tu peux faire comme un radar, comme un robot. Tu peux faire parce qu'on te regarde, tu peux faire parce que c'est l'ambiance. Tu peux faire parce que ça se fait pas de pas faire. En plein blémrac, ça se fait pas de pas faire. Mais t'as pas fait toi. Tu as été porté par le mouvement. L'ishmor, ça veut dire que tu mets ta tête, tu dis Arshav, Anisam Tfilin. Maintenant, je vais faire une belle amida. Maintenant, je vais faire un bon CDR. Maintenant, je vais faire jeter Mikron Vechataru. D'accord? C'est vendredi après-midi. Tu te poses, tu es bien, tu es détendu. Tu dis Bigdusha Uftahara, Ani Mekayem, et Alacha. J'accomplis cette halakha de Shnei Mikrot Vechad Targum. Et je lis chaque mot. Tac. C'est pas je me presse en vitesse, tac, 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 pendant que le Hazan il est en train de faire Miché Bérar. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ouais. T'as déjà vu un gars qui regarde un bon film et en même temps il étudie une Gemara? C'est très rare. Alors pourquoi toi tu fais Shnei Mikrot Targum pendant que tu fais Krata Torah? Ça c'est une misva de Krata Torah. Ça c'est une misva de Shnei Mikrot. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. Je commence pas parce que si je commence à fouiller ton emploi du temps, je vais te trouver de quoi finir le chasse. Et toi, tu n'as pas eu le temps de faire Shnei Mikrot. Donc tu te poses. Et quand tu te poses, tu te détendu. Ça y est, tu as fait ton tour à Mahani Yehuda, tu as acheté les pizzouchim, tu as préparé les bonbons, tu as ton devoir Torah pour matin et midi et soir. Vas-y, détends-toi, tu as pris ta douche, tu te poses, détends ton petit thé ou là ton café, ou je sais pas, où tu as une ken, je sais pas ce que. Ouais. Et tu prends. Et vas-y. Vayi, Bayom Hashemini. Eh bien. Moi, j'adore le faire dans l'avion, parce que souvent, le jeudi, je suis dans l'avion, il y a 4 heures d'avion. Il y a encore 4 heures. Il vient de te voir, et ma femme, elle a fait caca. Je dis, bon, écoute. Moi, je prends le fromage, tac. Je ne cesse pas de déranger quand tu es en train de. Tu fais un kiff. Pourtant, c'est rien de spécial. Hein. C'est, bah, je vis les Pinchas, ou le Rogatchover sur le Zman. C'est juste Shnei Mikrot. Et bien, bizarrement, quand tu le fais bien, tu vois que ça t'a rempli. Pareil, tu fais bien ton CDR, ça te remplit. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as fait l'Agmara, tu as bien fait Rashi, tu as fait un Tosfot Arosh, tu as fait un Rashba, tu as fait t'as fait un Marsha, Ve'achalta, Ve'savarta, ou Berachta. T'es bien. D'accord? T'as rien foutu, t'as discuté, t'as rigolé. T'as perdu du temps, t'es resté 1h15 au café en train de demander comment ça se fait que la machine elle marche pas alors que je l'ai pas allumée. En réfléchissant, et si je l'allumais ou là si je l'allumais pas. La psychologie s'appelle de FTG. Vous avez vu la psychologie, non? FTG, c'est les foutages de. Mais ça ne touche pas que les psychopathes. Hein. C'est une maladie très très répandue. C'est que toi-même tu te fous de toi. Alors, je vous dis un secret. Ne croyez pas que quand vous vous mentez à vous-même, le temps il s'arrête. Genre, on attend que tu deviens intelligent, on attend que tu te mettes en marche, on attend que tu te réveilles. Non, le temps continue malgré que tu te fous de toi. Non, parce que je pourrais dire BDH et Otzelech Mevechinoto. Donc, quand je perds le temps, la montre elle s'arrête. Non, la montre elle continue. Et je m'excuse de le dire, hein, mais souvent, 1 heure après, c'est 1 heure de plus. C'est pratiquement ce qui se passe au niveau du lendemain. C'est souvent qu'aujourd'hui, c'est la veille du lendemain. Souvent. Je ne sais pas si c'est un truc qu'il faut prouver, démontrer,
Mais c'est comme ça. Et bien les jours, elles passent. Les semaines, elles passent. Les années, elles passent. Après, tu te retournes, tu dis, wow. Alors, quand tu es jeune, tu dis, oh, c'est quand Pessah, ouais. Et quand tu es vieux, tu dis, quoi, déjà Pessah? Mais Rosh Hashanah, c'était hier. J'entends encore, Hashem, ou Elohim, Hashem, Velanu, Boshet, Abanim. Ouais. C'était hier. C'est bizarre. Quand tu vieillis, le temps, il se raccourcit. Ouais. Et quand tu es jeune, le temps, il est long. Tu dis, oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Quand est-ce que je vais prendre du keuf? Mais tu as 6 ans et demi. Donc tu vois que la nature du temps, elle change. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Toi, tu dois être chômeur le Zman. Quand tu es chômeur le Zman, le temps, il n'est pas cholette sur toi, il ne maîtrise pas. Mais si toi, tu ne gardes pas le temps, parce que tu as fait autre chose, parce que tu n'avais pas le temps, parce que tu n'as pas le truc, tu as répondu au téléphone, mais tu as laissé le fer à repasser sur la chemise. Je m'excuse. Hein. Bon, ça peut être un style aussi, hein. D'accord? Mais là, il y a un trou dans la chemise, là. Non, c'est pas grave, tu dis j'ai une veste, je la garde fermée. Tu as un trou dans la chemise. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu as juste laissé le fer à repasser pendant que tu répondais au téléphone. Tu as mis le pain grillé, tu es parti. Tu n'as rien fait. Ça, c'est juste le temps qui est passé. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Ou à ta chômère et ta Zman. D'accord? Et c'est ça Zman. C'est quoi Zman? Qu'est-ce que c'est Zman? Vous savez ou non? Le temps. Le temps? Non, ça c'est la traduction. Zman, c'est Mezouman. Ouais. Zman, Mezouman. Azman, Mezouman, les maasé, les dava. Le temps, il est préparé pour quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu as fait avec ce temps-là? Qu'est-ce que tu as fait avec ce temps? Là, juste la veille de Purim, le balagan, les Mishlachman, il y a un gars, il vient me dire, ah ben voilà, je m'excuse de vous déranger, je voulais vous présenter un manuscrit que j'ai écrit. C'est un truc bon de Moussard et tout. Je dis, rentre. Il me dit, mais je ne veux pas vous déranger, vous voulez qu'on fixe une heure? Je dis, rentre, on s'est assis tous les deux sur la terrasse. Et j'ai feuilleté, comme ça j'ai lu, j'ai vu le niveau, j'ai vu le sérieux, j'ai vu les références et tout. Moi, il dit, bon, je te ferai un petit mot. Enfin, une phrase kama, je l'ai lu, je l'ai écrit, je l'ai traduit. Mais un mot d'encouragement. Il m'a dit, mais je m'excuse, c'est Bitoulzman. J'ai fait, mais t'es fou. Moi, je perds 10 minutes. Ouais, les gens, ils vont voir mon nom. Il y a 1000 personnes qui vont le lire. Je suis milliardaire. Parce que toi, tu t'es crevé à l'écrire pendant 3 ans. Moi, je l'ai lu en 5 minutes. Pour ces 5 minutes avec mon nom, je vais prendre 1000 personnes qui l'étudient. Pourquoi? Parce que je t'aurais dit, non, écoutez, je peux pas, excusez-moi, je peux pas. Vous savez, des gens comme ça, des kéblos de la tête. Écoutez, franchement, je peux pas. Là, comme ça, vous me prenez impromptu. En vérité, ils vont rien foutre tout l'après-midi. Ouais. Mais genre, il a besoin que ça se fasse comme lui, il veut, au moment où il veut, de la manière dont il veut. C'est la gava, va chez vous. Ouais. Oh, tu viens chez moi, c'est pour de la Torah. Si tu me dis, viens, on regarde un film, je dis, excuse-moi, mais là, je suis occupé. Mais si tu viens me dire, j'ai écrit un truc et je voudrais que tu me donnes une lettre dessus, ben, qu'est-ce que je perds, moi? Pareil, toi, tu es enseignant, tu me poses une question. Moi, je perds pas un quart d'heure avec toi parce que toi, tu as 30 élèves. Donc, moi, je gagne 10 ans. Parce que maintenant, toi, tu vas te servir de ces conseils-là avec les 30 élèves qui, eux, vont devenir des rabbinim. Donc, je gagne du temps, je ne perds pas du temps. Je gagne du temps. Pourquoi? Parce que Azman Mezouman, c'est-à-dire quand je vais arriver là à 120 ans, le bon Dieu va me dire, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, je t'ai envoyé un gars là, avec de Purim. Bah écoutez, je lui ai dit de revenir lundi, manque de peau, je suis mort entre-temps. Donc, mais non, le mec, il est là, il est devant toi, il te pose une question, réponds-lui. Zman Mezouman. Exactement pareil, un Zman, c'est le Seder. Ou Mezouman. Mezouman Lema, les discussions, la comparaison du XRS, XR, mais non, il est Mezouman pour la Gemara. Ouais, c'est Mezouman. Donc c'est un Zman Mezouman. Maintenant, quand toi, encore une fois, comme la bouteille, quand tu as enlevé l'eau, l'air il est rentré. Donc quand tu as enlevé ta tête de la Gemara, l'habitude le temps il est rentré. Après on parle des bêtises, on parle des trucs, viens dans la chambre, je vais te montrer. Tiens, regarde, voilà le produit, tu peux l'avoir sur Amazon, il ne reste plus que 7 minutes pour participer à la vente flash. Mais en fait, tu as perdu ton CDR. Pourquoi faire pour un appareil que tu ne vas même pas utiliser? Dès le jour où tu es arrivé, tu l'as perdu. Tu perds le temps pour l'avoir et le temps pour l'utiliser parce que de toute façon, tu l'as perdu. Ça s'appelle Amazon. Ouais, c'est la jungle. D'accord? Donc, si c'est ça, c'est que la personne, parce que les 3 quarts des choses qu'on achète, on n'a pas besoin. C'est connu. Bon, mais comme c'est pas cher. Pourtant, la Torah est gratuite. Alors, elle n'est pas sur Amazon. Ah, bienvenue. Voilà, ça s'appelle le livre de la jungle.
Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, si elle va être chomeret le zman. Donc elle empêche, d'accord, la chose de devenir chametz. C'est pareil, toi tu réfléchis, la matzah et le pain, au niveau nutritif, c'est pareil, vous savez ça. Parce que les gens ils disent, vous savez, je suis au régime, je mange des matzot. Mais il y a autant de calories dans la matzah que dans le pain. Seulement la différence, c'est que la matzah, elle est plate, elle est craquante, elle est sèche, alors que la baguette, elle est mziana. Elle est belle, elle est gonflée, elle est bronzée, on dirait ta copine, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baguette, eh ben, elle a quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'elle a en plus, la baguette? Le superficiel. D'accord? Donc le chametz, c'est ça, c'est le superficiel. Dans la société, elle vend ça, elle vend le superficiel. Surtout dans la génération où on est, parce que Rabbi Tzadok HaKohen, il dit que dans la 4e génération, c'est le tikkun de l'œil et de la bouche. Mais alors, les élections, on les fait avec la communication. D'accord? Les produits, on les vend avec des slogans. Les produits, on les vend avec une image. La voiture, elle est belle, elle est pourrie, mais elle est très belle. D'accord? Même les frigos, ils sont devenus des œuvres d'art. Non, c'est alors que ça jette un froid, au fond. D'accord? Donc, chaque dimension, c'est dans l'image. C'est pareil, les shidduchim. Le gars, il dit, ça vous dérange pas, est-ce que je peux voir une photo? Je dis, mais regarde la tienne déjà, tu vas changer d'avis. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut du superficiel. Maintenant, quand nous, on est en train de réviser les halachot de Pessah et qu'on cherche le hametz dans la maison, où j'ai pu en mettre ou pas en mettre, ouais, évidemment, tu as bien compris que le hametz qui est sur la table, tu vas l'enlever celui-là. Mais il faut chercher Bechurim ou Bizdakim. Il faut aller chercher le hametz dans les trous et dans les fentes. D'accord? Mais dans les endroits accessibles. Donc, c'est ni le hametz qui est sur la table, ça c'est évident. Ni le chametz qui est genre là-bas, t'as trouvé une chomra d'après un diouk du Charetzion là-bas que c'est possible qu'il y ait un issour des Rabanan avec un zecher de Sfek Sfeka. Arrête là-bas. C'est pas la peine d'aller chercher le chametz où il n'est pas. Ouais. Et ça sert à rien d'éviter le chametz qui est devant toi. Il faut que tu cherches le chametz bechorim ou bezdakim chez toi. Ouais, tu dis. Soit disant, j'ai besoin de réfléchir. En vérité, c'est de la gava. Allez, vas-y, enlève ce chametz-là. D'accord? Et là, c'est de la perte de temps. Enlève ce chametz-là. Après, tu n'as pas un projet clair. Tu dis, oui, mais je vais marcher comme ça dans la rue. Je fais yafo de long en large. Écoute, si tu travailles dans la ventilation, ok, tu es là pour faire de l'air. Mais tu n'as rien à faire. Je sais pas, va au cotel. Tu vas au cotel. Ah, mais tu vas au Hachem, tout va bien. Eh bien, va au cotel pour dire merci. C'est bizarre, ça. Jamais les gens ils vont au cotel pour dire merci. Ils vont au cotel pour pleurer. Je vais aller chez Do, j'ai perdu 1000 €. Va au cotel, tu dis écoute Hachem, tout va bien. Je voulais juste dire merci. Vas-y, passe une heure, fais une liste de tout ce qui est bien dans ta vie. Et va lui dire au bon Dieu, ça lui fait plaisir. Il dit ouf, pourquoi un qui se plaint pas? Ouais. Bah, tu vas, tu prends ton bus ou j'en sais rien, tu prends le taxi si tu es milliardaire, tu vas au cotel, tu restes là-bas une heure. Tu fais un peu de télim, tu prends un sefer que tu kiffes, tu prends une souga que tu connais, tu l'étudies. Après, tu vas et tu dis merci, 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 merci pendant une demi-heure. Et après, tu rentres à l'Ejiva et tu passes un Shabbat Nahadroah. C'est bien. On raconte, il y avait une grand-mère, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Mais à chaque fois qu'il y avait une petite fille qui se mariait, elle disait moi mon cadeau de mariage, il est différent. C'est quoi? Genre, je t'offre une soupière ou une serpillière. Non. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle payait l'autobus et elle emmenait la Kala, donc sa petite fille, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils prenaient le bus, 2 heures de bus, de Bnei-Brak. Ils arrivaient là-bas, et ils ont pris pendant 2 heures, et c'est elle qui payait le bus. Et ils revenaient, c'est son cadeau. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais c'est ça son cadeau. Et là, c'était la dernière petite fille qui se mariait. Alors elle dit, ma fille, tu sais que j'ai une tradition, moi j'emmène la Kala. Elle dit, il n'y a pas de problème, maman, mamie, on y va. Ils partent, ils roulent pendant 2 heures, ils arrivent là-bas. Ils se mettent à prier. Et ils prient 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Au bout de 2 heures, la Kala dit mamie, je n'ai pas choisi le bouquet, il faut que j'organise encore la robe. Et on n'a pas fait les théomim, là, je sais pas quoi, on n'a pas été goûté chez le traiteur. Ben, il faut qu'on rentre. D'accord, ma fille. Alors, ils étaient tous les deux dans le bus de retour. Alors, il dit à sa petite fille, alors, t'as bien prié? Elle dit, ah oui, j'ai prié. Elle dit, pourquoi t'as prié? Ah, bah, j'ai prié pour avoir le Shalom Bayit, j'ai prié pour que la soirée se passe bien, j'ai prié pour la santé, j'ai prié pour avoir des enfants sadikim, j'ai prié beaucoup, beaucoup. Ah, c'est bien. Et toi, mamie, t'as prié? Elle dit, non, j'ai pas prié. Ah, t'as pas prié, mais je t'ai vu pendant 1 heure et demie, t'étais comme ça, t'étais comme ça, t'étais comme ça. Pendant 1 heure et demie, t'arrêtais pas de parler.
Je dis non, j'ai pas prié. J'ai juste dit merci pour toutes les hesed qu'Hachem m'a fait. Je voulais prier, mais j'ai pas eu le temps. Parce que tu m'as arrêté au milieu, tu m'as dit, bon, Bami, il faut qu'on s'en aille. Sinon, j'aurais su, j'aurais pu prier avant. Bon, c'est une histoire. Peut-être qu'elle est vraie. C'est pas tellement intéressant. Vrai ou faux, ce qui compte, c'est l'impact. D'accord? Déjà, ta vie à toi, elle est fausse, c'est déjà fait un impact. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, tu vois, tu as dit merci. Alors, je vous donne un secret dans la cache-route. C'est quand le ta'am, il est en train de sortir du kéli, il ne peut pas rentrer, un autre ta'am. Vous suivez ou non? Quand le ta'am kasher, le goût, il est en train de sortir des parois de la marmite, il ne peut pas rentrer le taref, parce qu'il est occupé à sortir. Donc quand toi, tu es occupé à faire des compliments, tu ne peux pas faire des reproches. Quand tu es occupé à voir le bien, tu peux voir le mal. Quand tu es occupé à faire quelque chose de bien, tu ne peux pas faire quelque chose de mal. Il faut qu'il y ait yesh makom la davar. Il faut qu'il y ait un espace. Et encore une fois, c'est toi qui crée cet espace. Donc quand tu cherches le chametz, tu cherches la superficialité dans ta vie. D'accord? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte pas? Est-ce que ça compte d'être habillé? Ou alors de faire toute une avoda sous prétexte qu'il y a les Zara? Avoda Zara. Bon, c'est pas grave. D'accord? Tu dis non, c'est pas un Zara, c'est pas un truc, c'est un costume, tu es couvert, tu es habillé, ça va. Tu dis oui, mais quand même, il faut de la classe, tu représentes la Torah, c'est normal, tu es un mannequin, c'est toi le boss, comme dit Hugo, d'accord? Non. Non, c'est peut-être pas important, peut-être, parce que tu vas aller là-bas, tu perds 2 ans, tu perds 3 heures pour trouver. Après tu trouves l'argent pour le payer, il est 3 fois plus cher. Et après que tu l'as payé, tu le fais vérifier, il est chez Atnez, tu vas mourir, d'accord? Parce que quand le mec il t'a enlevé le lin, il reste un chiffon à 900 €. Mais un beau chiffon, Magéo, l'Ostam, ouais, d'accord? Quoi, tout ça pour ça? Tu étais en Allemagne, tu étais à Strasbourg, tu as traversé la frontière, tu as été à l'usine, genre des trucs, tu as trouvé un truc avec un défaut, mais il se voit pas trop, genre il y a un trou comme ça dans le dos. Ouais. Tout ça pour ça? Peut-être tu aurais pris un costume normal, il te va bien, et puis c'est tout. Et tout ce temps que tu as perdu, tu le gagnes pour quelque chose de positif. Donc, tu réfléchis à la superficialité. D'accord? Combien il y a de superficialité dans ta vie? Et quand tu fais la petite 4 Hametz, d'accord, tu cherches le superficiel. Après que tu as cherché le superficiel, tu dois détruire le superficiel. Parce que le Ran, il te pose la question là-bas dans Harvey Psachim. Comment ça se fait qu'on fait la bracha al bio Hametz au moment de l'abdika? Vous savez qu'il y a un din de Over la Siatan. D'accord? On fait la bracha Léaniar Tefilin et on met les Tefilin tout de suite. Mais quand je dis Asher Kedeshanu Mizotavetivanu al bio Hametz, mais je fais le biur que le lendemain, c'est un peu long quand même, comme efsek, comme coupure, c'est un peu long. Donc j'aurais dû dire normalement Asher Kideshanu Bemizvotav Vesivanu Memideh Rabanan Al Bdikat Hametz. Et le lendemain, en brûlant le Hametz, j'aurais refait une bracha Al Biou Hametz. Non. Les Chachamim, ils ont dit la veille, tu fais la bracha Al Biou Hametz, d'accord, pour le Hametz que tu vas brûler le lendemain. Pourquoi? Ah, tu dis pourtant je ne vais pas le brûler, je vais le chercher. Et pire encore. Et si je cherche et je ne trouve pas? Donc je ne vais pas brûler. Alors c'est bracha nevatala. Alors pour ça, on dit on met les 10 petits morceaux. D'accord? Comme ça, on est sûr qu'on va trouver du chametz. Et même ça, c'est dangereux parce que des fois, tu en retrouves 12. Tu dis bon, Pessah Kacher Vesameach de l'année dernière. D'accord? T'en mets 10, t'en trouves 12. Tu dis d'où ils sortent les deux? Génération spontanée. D'accord? Ça arrive qu'une fois, on a eu des problèmes il y a 2000 ans. D'accord? Non, c'est quoi l'idée? C'est que tu cherches les 10 morceaux, tu les trouves. Le lendemain, tu les brûles. Ok. Alors, le Ran, il dit que pourquoi est-ce qu'on fait la bracha al biou chametz sur l'abdika? Parce que l'abdika, c'est elle qui permet le biour. D'accord? Donc, tu as compris que c'est une grande chéla. Est-ce que ce qui compte, c'est de chercher ou ce qui compte, c'est de trouver? C'est de chercher, parce que tu es dans une posture positive de trouver toujours un Ekav Zerchou, de trouver un Topsat de Tosfot, de faire Ishtadlout dans le limoud, de continuer à prier. Donc tu fais l'abdikat hametz, tu cherches positivement. Ça va? Mais quand tu trouves, attention, tu brûles. C'est très très grave si tu brûles pas. C'est comme les gens qui commencent une thérapie. Ouais, ma mère, mon père, ma soeur, ma mère elle m'a pas allaité, mon frère non plus. D'accord? Et tu te sors des rammas. Puis après, en plein milieu de la thérapie, tu t'arrêtes, tu dis ouais, j'en ai marre, ça me prend la tête, ça me saoule, j'ai découvert des choses horribles. Alors, non. Si tu commences la thérapie, tu vas jusqu'au bout. D'accord?
Donc tu collectes les informations, tu calcules l'influence négative et l'empreinte que ça crée chez toi. Après, tu vérifies les lacunes. Après, tu combles les lacunes et tu sors un Ben Adam Shalem. Mais si tu vas fouiller le grenier pour se disant chercher un truc, tu laisses tout dans le balagan, écoute, tout est rangé dans des paquets. Maintenant, ton grenier, c'est ta tête. Tu fouilles dedans, tu sors le balagan et après, tu dis, j'en ai marre de réfléchir. Et bien, tu sors avec le balagan. Ce qu'on appelle un gars balaganique. D'accord? Mais si c'est le contraire, tu vas jusqu'au bout. Et tu as cherché le Hametz, tu as fait du moussard, tu termines le moussard. Tu as étudié le Gahava, tu travailles Gahava. Tu as étudié le Batlanout, tu as étudié la paresse, tu travailles la paresse. Et tu règles ton problème de paresse. Et tu dis, non, nous, vous savez, on a juste l'habitude de tourner les pages pour faire de l'aération dans le Beth Midrash. C'est Zman Moussard. Tu tournes les pages, et tu essayes de t'éclairer les yeux, parce que c'est marqué VAR, Enenu, Betoratecha. D'accord? Non. Toi, tu cherches le Hametz, tu brûles le Hametz. D'accord? Alors, si c'est ça, vous avez compris que, puisque tu ne peux pas faire des matzot tant qu'il y a du Hametz, ça veut dire que tu dois être dans une dimension où ta mitzvah, elle vient après l'élimination du Hametz. Maintenant, en vérité, le après, il est un peu compliqué parce que tu es tout le temps, il y a du Hametz et en même temps, il y a de la matzah. Ça veut dire qu'il y a Surmera, et ça c'est l'abdikat Hametz, et il y a Asetov, fais le bien. Et ça c'est la fabrication de la matzah. Comme toi-même, tu dois devenir quelqu'un de bien, mais tu dois lutter en même temps contre celui qui te propose d'être quelqu'un de mauvais. Donc tu as les deux en même temps. Donc en vérité, la logique qu'on dit En osim matzot bimkom chez Yesh Hametz, en vérité, c'est des périodes. C'est-à-dire que maintenant, tu enlèves le Hametz, tu fais une matzah. Attention, il va y avoir un autre Hametz qui va venir. C'est pas grave. Enfin, une autre potentialité de Hametz. Donc tu vas faire une autre matzah, une autre Hametz, une autre matzah, une autre Hametz, une autre matzah. Cette logique-là, c'est ça qui permet de traverser l'espace, de traverser la vie, de traverser les étapes, de traverser les années. Maintenant, je vous donne juste un machal et après je vous laisse tranquille. Est-ce que quelqu'un, il peut traverser un fleuve en marchant sur l'eau? Non, je ne parle pas de la tentative il y a 2000 ans, sur laquelle nous avons fait une croix. Non, je parle de quelqu'un, car je vous donne un secret. Tu prends des plateaux en bois de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, disons d'1 centimètre, pour être plus plausible au niveau physique. Des ronds, d'accord? Quand tu les jettes sur l'eau, ils flottent, ils ne vont pas couler tout de suite. Maintenant, la flottaison, c'est quoi? C'est le rapport entre l'eau, la densité de l'eau et le bois, d'accord? Maintenant, la planche, elle tient sur l'eau, mais elle va s'enfoncer. Maintenant, toi, si tu sautes sur la planche, évidemment que la planche, elle s'enfonce. Mais ça dépend combien de temps tu restes sur la planche. Vous me suivez toujours? Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une 50aine de planches. Elles sont là, des planches rondes comme ça, qui font 1 centimètre. Et qu'est-ce que je fais? Je calcule entre ma vitesse de course et le temps que je vais rester donc sur la planche. Et je jette les planches devant moi. Donc quand je jette une planche, j'en jette une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Le temps que les 3 premières, elles coulent, moi j'ai couru dessus. Donc je passe d'une planche à l'autre, je vais courir sur l'eau. J'arrive de l'autre côté, j'ai plus de planches, mais j'ai traversé le fleuve sans me mouiller, puisque j'ai couru sur les planches. Maintenant, toutes les planches, elles ont coulé. Mais moi, je suis resté assez de temps pour pouvoir passer d'une à l'autre, et pas trop de temps pour couler avec. Ça va? Voilà. Et bien, l'eau, c'est comme au lamazé. Tu vas te noyer dedans. Et les mitzvot, c'est comme les plateaux de bois. Maintenant, toi, tu peux traverser le monde de la matière en te déplaçant d'une mitzvah à l'autre, sa mitzvah, goret mitzvah, sans subir le danger de la noyade dans la gashmiout en passant d'une rouchaniout à l'autre. C'est un machal, un nimshal. D'accord? Et ben de la même manière, tous les ans on fait Pessah. Et tous les ans on fait Rosh Hashanah. Et tous les ans on fait Purim. Tu dis, bon, ça y est, Avadim Aïnu. Non, ça c'est le disque de Rabbin Bouzagou. Non, quand toi, tous les ans tu fais la Haggadah, vous savez que la Haggadah c'est le livre le plus commenté dans toute la Torah. Vous avez vu tous les commentaires sur la Haggadah? C'est de la folie. Même les Dalton, ils ont commenté, ça s'appelle la Haggadah, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Ouais. C'est qu'une personne, elle va pouvoir traverser la matérialité sur les matzot. Mais encore une fois, les matzot,
comme les mitzvot, elles ont un degré de flottaison qui est assez fragile dans un monde agressif. D'accord? Donc on est obligé de lutter en même temps contre la noyade dans la Touma et dans le Yetzer Hara, et en même temps de fabriquer une matzah qui soit au moins capable de m'amener jusqu'à la prochaine mitzvah. Et comme mitzvah de Goret mitzvah, tu peux arriver à 120 ans, et Baruch Hashem, derrière toi, il y a toutes les matzot que tu as fait, et toutes les avérotes que tu as évitées, d'accord? Que tu n'es pas noyé dans la Gashmiut et que tu as réussi à traverser. C'est pour ça qu'on dit que Mashiach, il peut venir le soir de Pessah ou le soir de Kippour. Le soir de Kippour, parce que tu es libéré de la matérialité, c'est pour ça qu'on a fait la Neila et qu'on a sonné le shofar, qui est la libération des esclaves au Yovel, et le soir de Kippour, parce qu'on est, on est libéré d'Égypte, et Mitzrayim, c'est Metzarim. Le soir de Pessah, on est libéré d'Égypte, parce que Metzarim, c'est les limites, et Yetziat Metzarim, c'est la sortie de ses limites. Maintenant, pourquoi tous les ans? Parce que tous les ans, tu te libères de tes limites. Ah, maintenant vous allez dire, si le Hametz c'est tellement grave, comment ça se fait que c'est pas sur toute l'année? Bonne question, je vais rajouter 20 € dans la bouche d'un cochonnet. Non? Donc, en fait, le Hametz, c'est ça le problème. C'est que il est nécessaire pendant l'année et assourd pendant Pessah. Parce que si c'est Yetzer Hara, si on n'avait pas le Yetzer Hara, on ne pourrait pas grandir. De l'autre côté, le Yetzer Hara, il est mortel. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut te tuer. Alors comment on va faire? Alors je vous donne le secret. Comment tu sais si tu utilises le Yetzer Hara ou si tu subis le Yetzer Hara? Comment tu sais si tu fumes une cigarette ou si la cigarette te fume? Comment tu sais? Seulement si tu es capable de t'arrêter. Si tu es capable de t'arrêter entièrement de fumer quand tu veux, c'est toi qui fumes la cigarette. Si tu dis, écoute, j'y arrive plus, c'est dans mon sang, c'est trop dur, j'en ai besoin, c'est psychologique, c'est-à-dire que c'est la cigarette qui te fume. D'ailleurs, ta vie part en fumée. Ouais. Donc c'est exactement pareil. Le Hametz, il est assourd, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Hametz, il n'y a pas de Zecher de Hametz, il n'y a pas de considération de Hametz, il n'y a pas de Achila de Hametz, il n'y a pas de Hametz. 8 jours, il n'y en a pas. Tu arrives à faire ça? C'est-à-dire que toute l'année, tu es cholette sur le Hametz. Par contre, si tu n'y arrives pas, parce que c'est pas évident, et puis de toute façon, on en mange toute l'année, et puis on est pour le libre arbitre, donc à Tel Aviv, tu as les matzot et la baguette. Et chacun fait ce qu'il a à faire, et chacun fait son choix. C'est un quartier religieux qui s'appelle Dizengoff, d'accord? Mais tu dis, mais je ne comprends pas. Justement, le choix, il n'a de valeur que parce que tu y renonces. Quand tu te maries avec cette femme, tu renonces à toutes les autres. Si tu dis non, objectivement, je garde quand même le choix. Tu dis, mais t'es un malade. L'honnêteté, elle a une valeur que parce que tu es honnête. Mais si c'est parce que tu n'es pas malhonnête, c'est pas de l'honnêteté, ça. C'est juste que tu n'as pas eu l'opportunité d'être malhonnête, c'est pas de l'honnêteté. Donc, en vérité, le choix d'être honnête ou malhonnête, il a une valeur que quand tu renonces à être malhonnête. Maintenant, quand tu n'as pas renoncé à être malhonnête, parce que tu dis à partir d'1 million d'euros, c'est une mise va te voler, d'accord? Donc, tu es déjà malhonnête. Parce que tu es honnête par opportunité. Donc, tu es malhonnête par nature et honnête par opportunité. C'est comme les gens qui friment. Pour frimer, il faut pouvoir être frimé. Si tu es nul, ça ne sert à rien d'être modeste. Parce que de toute façon, tu ne peux pas frimer. Je dis, ouais, mais je suis nul, mais je suis modeste. Bah, de toute façon, comme ça, il dit Nefesh HaChaim. Ouais, la Gahava, c'est pour les gens qui ont de quoi frimer. Donc la Hanava aussi. Donc c'est exactement pareil. Si on comprend ça, donc ça veut dire que chaque année, et je vous invite vraiment fermement à faire en Chavruta et à la Chod Pessah, dans Mishnah Berurah, et même à titre personnel, même en cachette. Vous le dites à personne, vous achetez un kitsour et vous faites vite la lachot. Ça peut être assez rapide, d'accord? Même si cette année vous le faites dans un kitsour, l'année prochaine vous ferez bien les chabourot, et les chakirot, et les ta'arouvet, et les chametz, et bitoul et tout. Mais faites-le bien, même en français. Parce que vous êtes des Bnei Israël, vous allez rentrer, vous êtes des Bachor Yeshiva, vous allez rentrer à la maison. On va vous dire, bon, comment ça se passe au fait? Tiens, pour ça, est-ce qu'on est obligé de faire la bdika là-bas? Vous allez dire, écoute, j'en sais rien, tu sais, moi, j'ai fait Babakama. Mais t'es camé ou quoi? Tu fais Babakama, ouais, et en même temps, tu fais de la halakha. Pourquoi? Parce que c'est un Ben Israël. Tu dois connaître. Tu n'as pas le droit de ne pas savoir. Alors l'autre, il est ignorant, il est astucieux. Il dit, bah écoute, franchement, la vérité, Pessah, bon, je connais pas. Et toi, tu as les Shiva, tu sais pas non plus. Alors, qui c'est qui va savoir? Le rabbin, mais il est payé pour ça. D'accord? Donc, en tant que Ben Israël, toi, tu dois apprendre. Donc, trouvez du temps, débrouillez-vous. Je dis, même en français. C'est pas grave, il ne faut pas avoir honte. Moi, j'avais un copain à moi. Je me rappelle, quand j'étais en terminale,
Lui, il était dans une plus petite classe. Mais c'était un malade du Kitsour Shulchan Aruch. Il avait toujours son Kitsour de Rabbi Baruch Toledano avec lui. Tout le temps. Mais un malade, c'est-à-dire on prenait le train, là-bas, à la Ferté-sous-Jouarre, c'est à côté de Khalal Khalé, pour ceux qui connaissent. Il était avec son Kitsour. Mais il était usé, son Kitsour, usé. Son Rabbi Baruch Toledano, il était usé. Je vous dis ça parce que vous êtes séfarade et parce que c'est un langage facile. Vous lisez, c'est tout, vous lisez. Ouais. Sinon, je vous dis en français. Ok. Et il dit, eh ben maintenant, il est Dayan, à Ramat Bet Shemesh. C'était son truc, c'est l'alaha. Mais je dis, même si c'est pas ton truc, l'alaha, mais tu es un Ben Israël, tu dois connaître l'alaha. Tu dois connaître. C'est comme ça, c'est tout. Ouais. Et au pire, s'il y a un problème dans la maison, tu pourras dire, ah, attention, ça c'est assourd, ça c'est moutard. Vraiment, c'est pas la peine de frotter les murs. C'est pas Minatora. Par contre, les gâteaux que tu as gardés là-bas, il faut les enlever. Ah, mais j'y tiens beaucoup, c'est un souvenir de mon estomac. Non, tu dis non. Ouais. Voilà. Hazak ou Baruch, Pesach Kasher et Sameach. Beaucoup de nachat, que du bonheur. Le cours est dédié Leilou Nishma du Rav Chaim Dvi Ben Rav Yehuda Rosenberg et aussi pour mon père Abraham Shimon Ben Simcha, Elio Ben Aisha, Israël Ben Aisha et tous les tzadikim d'Israël.